Hello les Itata, merci d'être fidèles à Ces Affaires Nous. L'invité d'aujourd'hui est un exemple de réussite à la martiniquaise, un exemple de méritocratie aussi, puisqu'il a construit seul son parcours, revendiquant très tôt son indépendance professionnelle. C'est un homme d'engagement sociaux et politique qui a préféré agir dans l'ombre plutôt que de figurer en première ligne. Bonsoir Serge Capgras. Bonsoir Jean-Marc. Très heureux de te recevoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui prendront le temps de m'écouter. Voilà. Très heureux de te recevoir. Serge, on se connaît depuis longtemps, donc on va se tutoyer. Oui. Alors, je parle d'un homme qui préfère agir dans l'ombre, mais ces dernières années, on t'a davantage vu sur les médias. Non, ça fait partie de mon caractère, d'être, je ne dirais pas dans l'ombre, mais d'être... à travailler vraiment, à agir. Agir plutôt que de se faire voir. Donc, à partir du moment où je suis demandé pour m'exprimer sur certains sujets, je le fais. Bien normalement. Alors, tu es ingénieur pluridisciplinaire, on va dire. Tu diriges depuis plus de 30 ans, 37 ans, je crois, le cabinet d'études techniques et énergétiques, CET. C'est l'un des bureaux d'études les plus anciens de Martinique, on peut dire ça. Alors, avec ces 37 ans d'existence et de progression, puisque c'est un cabinet qui a démarré à la Martinique, qui ensuite s'est développé sur la Guadeloupe, la Guyane, et actuellement, on est même dans la région du Gers, à côté de Auch, avec deux ingénieurs qui sont basés là-bas. On va parler de CET 7 dans la deuxième partie de l'émission. On va commencer par parler de toi. C'est Kimounouye. Alors, en quelques mots, quels sont les traits de caractère de Serge Capgras? Alors, Serge Capgras, c'est un homme simple et qui bout à l'intérieur de lui, mais partout où je passe, on dit qu'il est sage, qu'il est calme, mais en fait, moi, je ressens tout à fait le contraire, mais en intérieur. Donc, je suis un homme, comme je dis, je suis pratiquement un livre ouvert, puisqu'on peut dénoter mes sentiments, mes passions, rien qu'en me regardant. Voilà. Alors, on n'a pas de photo du bébé Serge Capgras, mais on a quelques photos de toi petit, avec tes frères et sœurs. On va commencer par celle-ci, que je te laisse décrire. Alors, là, c'est une photo avec mes cousins et moi-même. Il y a un frère à moi. Je suis tout à gauche. Tout à gauche de la photo. Voilà. Ben, c'est à la campagne, ça. C'est la famille. La famille est originaire du Robert? La famille, aussi bien du père que de la mère. Les deux sont du Robert, donc nous sommes de souche robertine, de la campagne du Robert, d'ailleurs, du Beau. Voilà. Donc, les souvenirs d'enfance que tu gardes, les souvenirs les plus précieux? Mes parents sont arrivés à Fort-de-France assez tôt. Hein. Quand moi j'avais 3 ans, je pense. Nous sommes tous nés à Fort-de-France, d'ailleurs. Nous sommes nés à Fort-de-France, à la maternité de Redoute. Et nous avons habité un certain nombre de quartiers de la ville. Je crois qu'eux, ils ont commencé par Montigevin, là où il y a aujourd'hui les Hauts du Port. Ensuite, la rue Capitaine Manuel. Je ne sais pas si tout le monde voit où ça se trouve, non loin du parking Silo. Ensuite, parallèle au boulevard Général de Gaulle. Voilà. Ensuite, pas bien loin, le pavé. Et ensuite, ils ont fini par construire à la route des religieuses. Voilà où je suis arrivé là à l'âge de 6 ans, je crois. Alors, tu as 4 frères et sœurs. On va vous retrouver là. Alors, pas tous. Mais c'était lors d'un voyage, visiblement. Alors là, c'est notre premier voyage vers la France, donc vers Paris. Et c'était dans le cadre de ce qu'on appelait les congés bonifiés des parents. Alors ça, c'est en 68. Et je suis tout au fond, là, avec mes yeux mourants, comme on dit. Voilà. Mais ma grande sœur Lynn, au milieu, et ma petite sœur Viviane. Voilà. Et Eric, je pense, qui est à Eric, côté. Eric, avec le costume là, qui tourne la tête. Voilà. Et il manque Daniel sur la photo qu'on va voir tout à l'heure. 5 enfants, ça veut dire une vie de famille animée. Ah oui, une vie de famille très soudée, en fait, et animée.
notre père et notre mère étaient vraiment un couple Mais unique, on va les retrouver justement. Il très suffit de unis demander. et qui... ah oui, voilà, donc Belle photo. c'est ma mère et mon père, effectivement, que mon père, que quelques personnes ont connu, hein, les moins jeunes, on va dire. Ouais. Voilà, là, je crois qu'ils sont... Alors, ce sont des gens qui aimaient beaucoup sortir, beaucoup participer et qui aimaient beaucoup les gens, d'ailleurs. Donc là, ils sont certainement dans une fête, à ce que je vois. On va retrouver ta maman seule pour pouvoir parler un petit peu d'elle. Alors, on sait qu'en ce moment, elle est hospitalisée, elle se bat. Oui, ma mère se bat, elle a fait un AVC. Alors, c'est une maman poule hein, qui s'est occupée de ses enfants tout en ayant un emploi. Elle était infirmière, puis, comment ils appellent ça? C'est cadre hospitalière dans l'hôpital psychiatrique et qui est à la retraite depuis très longtemps, on va dire. Je ne compte plus. Elle a 92 ans et en fait, elle a eu un accident cardiovasculaire il y a 6 mois à peu près. Et elle est en maison de retraite actuellement, en EHPAD. Quelles étaient ses relations avec ses enfants? Quelles sont ses relations avec ses enfants même si... Alors, elle est très proche de ses enfants, de Serge, je veux dire, hein, en tout cas, et de tous les enfants, hein, Daniel, Lynn, les aînés. On a une proximité avec aussi bien le père, on avait une très grande proximité, et avec la mère aussi. Alors, ton papa, Émile Capgras, qu'on va retrouver, lui est malheureusement décédé il y a 5 ou 6 ans, je crois. Un peu plus, hein. On a l'impression que c'est hier, mais c'est une date que je n'oublie pas, c'est le 14 août 2014. Ouais, Voilà. déjà 10 ans. Ça fait déjà 10 ans. Ouais. Voilà, c'était quelqu'un d'assez... Enfin, quand vous êtes jeune, vous ne voyez pas à qui vous avez affaire, mais je peux dire que c'était quelqu'un d'assez exceptionnel, déjà dans son parcours, et qui avait une espèce de finesse dans ses raisonnements et dans ses actions. Peut-être qu'il paraissait sage comme moi-même et qu'il n'était pas tout à fait sage. C'est un homme, je dirais, très fidèle, c'est un communiste, donc il appartenait à la direction du Parti communiste martiniquais et il n'a jamais, comme ils disent en politique, jamais trahi son parti. Il a toujours été fidèle à son parti. On a eu d'ailleurs quelques petits accros à ce sujet. Il a été, on va en parler tout à l'heure dans la troisième partie, il a été président du conseil régional de Martinique. On va y revenir. Mais ce qui le caractérisait, tu dis, c'est que c'était un homme droit avant tout. Ah oui, ça, je crois que c'est pas parce que c'est mon père. Hein, je ne sais pas si j'en connais d'autres avec une telle droiture. C'est pas quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui est très juste dans tout ce qu'il fait et qui était très juste dans tout ce qu'il fait. Donc apparemment, je le vis encore puisque je parle de lui au présent. Oui. Pour moi, c'était un homme extraordinaire. Ouais. On va te retrouver là. Alors, c'était l'époque des études avec ta petite sœur, Viviane. Ma sœur Viviane, oui, ça c'était chez moi à Talence, voilà. Près de Bordeaux. À Bordeaux, oui. À Bordeaux. Oui. Souvenir d'études? Oui, oui, souvenir d'études où j'avais souvent mon parka. Voilà. Et puis, un moment important. J'étais bien installé pardon. quand même, hein, à l'époque, voilà. Et je crois que j'étais déjà marié. Ouais. Ben justement, tu parles du mariage. Alors, avant le mariage, il y a eu les fiançailles. On va retrouver cette photo avec Christiane. Voilà, Christiane Glandu, à l'époque. C'est une femme qui a marqué un petit peu ma jeunesse depuis le lycée. Et puis, je l'ai épousée en 83. Voilà. À l'époque, on organisait encore des fiançailles. C'est plus trop le cas maintenant. Oui, mais... Non, en fait, c'est une famille qui voulait absolument que ça se passe comme ça. Il y avait des étapes à franchir pour avoir la main des filles de cette famille. Et puis, avant de te marier, il y a eu l'armée. Oui, je me suis marié. Je me demande si c'était pas pendant ton service? Pendant le service. C'est-à-dire que j'avais commencé mes études et je suis rentré 2 ans après et j'ai fait mon service militaire. Et d'ailleurs, j'habitais déjà chez ma belle-mère, voilà, à cette époque.
Service militaire, tu l'as fait où, en Martinique? Oui, oui, au RSMA, c'est moi qui donnais les permissions au général, au capitaine et tout ça. Donc j'étais au ce qu'ils appellent le service des effectifs. Voilà, c'était un bon moment qui m'a permis un peu de fréquenter un peu tout le monde, d'ailleurs. J'ai compris aussi dans la vie, parce que ça m'est arrivé aussi d'être hospitalisé, il y a deux endroits où vous voyez un échantillon de la population, c'est à l'armée. Donc j'avais des amis béquets à l'armée, des Guadeloupéens, des Martiniquais, de toutes catégories sociales. Et à l'hôpital, j'ai vécu la même chose. Voilà. On va reparler de l'hôpital tout à l'heure. Et puis, donc, le grand jour du mariage. Et j'ai remarqué que tu as une excellente mémoire des dates. Alors, forcément, la date de son mariage, on s'en souvient. Mais tu as déjà donné quelques dates depuis tout à l'heure, pour Alors le là, décès c'est de le ton papa 4 août, notamment. 4 août 1983, je crois. Ça fait longtemps. 41 ans. Oui, 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 oui. Ça 41 ne me ans. rajeunit pas. Avec les deux mamans. Les deux mamans, ma belle-mère et ma mère, à ma gauche, à ma droite. Voilà. Tu gardes un souvenir particulier, forcément, de ce jour-là. Oui, 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 comme tout le monde, ouais. Comme tous les mariés. Là, on reconnaît l'homme discret qui, voilà, qui Je vais pas n'aime pas développer. forcément, voilà, tout, Ouais. tout développer. Je vais Et puis pas après le mariage, développer. il y a les enfants. On va te retrouver avec Alors là, trois de tes ce enfants. sont trois de mes enfants. La fille, l'aînée, là, qui est en Martinique, qui est avocate maintenant, Anne-Laure. Anne-Laure. À ma droite, à ma gauche, je dirais, il y a mon garçon Samuel, qui est un actuaire. Donc, c'est un métier qui n'est pas très connu, qui est actuaire. Donc, ce sont des financiers. Ils travaillent à la CDC à Paris. Caisse des dépôts et consignations. Voilà, Caisse des dépôts. Et mon garçon Yanis, qui est actuellement ingénieur et qui travaille avec moi également. Un ingénieur de structure. Et puis tu as deux autres enfants qu'on va retrouver. J'ai deux jeunes, les voilà. Voilà, Anne-Sophie et Kawan. Voilà. Ça, c'est chez moi également. Quel genre de papa tu es, Serge? Ah ben, je ne sais pas si c'est la bonne attitude. Je suis un bon papa. Et comme on dit, je gâte un petit peu trop mon entourage. Donc d'abord mes enfants. Ouais. C'est-à-dire qu'ils accèdent toujours à leurs demandes. J'ai du mal à refuser ce que me demandent mes enfants. Et j'ai essayé de les éduquer de mon mieux. Voilà. Avec certaines valeurs, donc des valeurs que j'ai eues de mon père. Donc le respect des aînés, le respect, la considération de tout être humain déjà, et puis la gentillesse, et puis l'ouverture. L'ouverture, voilà. Alors, on a parlé de tes quatre frères et sœurs. On va vous retrouver là, c'est une photo alors, plus récente, bien entendu, où on voit Daniel tout à droite. Daniel à droite. Ouais. Daniel qui est en fait plus âgé que toi. Daniel, c'est le second. Donc, les deux plus âgés sont aux extrémités. Alors, moi, je suis au milieu, en fait. Je suis le troisième enfant. Donc, j'ai une sœur et un frère avant moi, et une sœur et un frère après moi. Parle-nous des relations entre vous. Eh bien, on se voit régulièrement. Hein. C'est une famille assez soudée hein, jusqu'à présent. C'est une famille où il n'y a pas d'accro, hein, quand même, ce qu'on voit souvent dans les familles. Donc, nous nous voyons régulièrement. Voilà, c'était chez notre mère, en fait, où on se voyait le plus souvent. Maintenant, on se voit chez moi ou chez ma sœur ou chez mon frère. Et puis donc cette grande famille, cette fratrie a eu des enfants. On va retrouver les cousins-cousines. Oui, alors là, c'est l'ensemble des enfants de la fratrie, comme tu dis. Donc les trois premiers, ce sont les miens, Samuel, Anne-Laure et Yanis. Les trois du milieu sont les enfants de mon petit frère, Eric. Les deux filles de Daniel, de mon frère aîné, et les deux enfants de la sœur aînée. Je crois que je suis le premier à avoir eu des enfants, d'ailleurs. On voit bien qu'ils sont un peu plus âgés que les autres. Voilà. Vous vous retrouvez souvent en famille pour des rassemblements familiaux? Oui, d'ailleurs, là, c'est chez moi également. Ils sont tous chez moi.
Et puis on va parler un petit peu voyage. D'abord parce que tu aimes voyager, Serge. On va te retrouver là. Est-ce que tu te souviens où c'était Alors, cette je photo-là? ne Tu me étais jeune. souviens pas où j'étais là, mais j'ai beaucoup voyagé. Chaque année, j'aime bien bouger. J'aime bien bouger en dehors du pays pour Mhm. voir d'autres personnes et voir d'autres pays également. Et je continue à voyager. Voilà. Et puis il y a un voyage qui t'a marqué, alors qui t'a marqué pour ce qui était le voyage, mais aussi a posteriori. Raconte-nous cette photo qui a été prise à New York. Ah ouais, alors donc c'est une photo où je suis dans la tour du World Trade Center le 11 août 2001, c'est-à-dire exactement un mois avant, Avant les attentats. avant les attentats. Donc, quand j'ai appris les attentats, je me suis dit, ils vont certainement enquêter sur moi avec le tricot militaire, enfin le polo militaire que je portais ce jour-là. Hmm. Voilà. Et ça, c'est vrai que ben, quand on entend ce qui s'est passé après, forcément, il y a une espèce de peur rétrospective. Oui, oui, tout à Ouais. fait. J'ai eu un petit peu peur. Voilà. Tu en as discuté après avec la famille, avec les enfants? Si, bien sûr, bien sûr. Hmm. Jusqu'à présent, on en parle. Alors, on va passer à ton parcours professionnel. C'est Matinique. On va revenir à l'époque des études. Serge, d'abord avec cette photo. Alors, là, tu étais où? Parce que on va le voir, tu as fait Toulouse et Toulouse et Bordeaux. Bordeaux. Et Mhm. là, je suis à Bordeaux, Mhm. dans mon studio à Bordeaux. Voilà. Tu as quitté la Martinique tout de suite après le bac? Tout de suite après le bac, après des années de lycée un petit peu agitées, puisque j'étais j'aime pas trop le mot, pas un leader, mais un agitateur Mhm. dans les lycées, même sur tous les lycées de la Martinique. Voilà, donc ce qui m'a valu d'ailleurs d'être un petit peu banni du lycée Chécher et je me suis retrouvé au lycée de filles. Et Ah oui. voilà, et au Mhm. lycée de filles, c'est là que j'ai passé mon baccalauréat. Voilà. Quand tu dis agitateur, tu avais un petit côté révolutionnaire? Tout à fait, Ouais. j'étais Un petit côté Che Guevara, comme on va le voir tout à l'heure, ah puisque... ben, je l'avais parce que j'étais depuis tout jeune un membre de ce qu'on appelait la JAG, c'était la jeunesse d'avant-garde, c'était la jeunesse, une jeunesse trotskiste, hein. Mhm. Voilà, donc Alors, j'ai gardé un petit sentiment, un petit fond de moi un petit peu révolutionnaire, c'est-à-dire que je veux que les choses changent. alors, les études, ça a d'abord été Toulouse, Toulouse, l'université Paul Paul Sabatier. Alors, Sabatier. ça a changé entre-temps, Ah bien oui, non, entendu. mais c'est comme ça, hein, c'était Mhm. comme ça déjà. Qu'est-ce que tu as fait là-bas comme formation? J'ai fait la physique. D'abord, j'ai fait un doc de physique à l'époque, voilà. Mhm. Et ensuite, je suis parti à Bordeaux. Ça a été Bordeaux. Alors, on ne va pas voir le bâtiment, on va plutôt voir le logo de l'université de Bordeaux 1, Oui, Sciences et alors, Technologies. je suis parti à Bordeaux un après mon mariage pour rejoindre madame, en fait, hein, parce Mhm. qu'elle était déjà à Bordeaux. J'ai continué la physique, effectivement, et ensuite, j'ai fait un troisième cycle dans l'énergie, et un diplôme d'ingénieur qui se faisait entre l'université de Bordeaux et l'école des arts et Qu'on va métiers retrouver les arts et métiers de Bordeaux, de Bordeaux. Voilà. École nationale supérieure des arts et métiers. Et donc là, c'était un cycle d'ingénieur. Voilà, non, mais c'était un diplôme commun à l'université et Mhm. aux arts et métiers qui Ouais. s'appelait Mise en œuvre des problèmes énergétiques. Mhm. Voilà. Énergie et mise en œuvre des problèmes énergétiques. Quel souvenir tu conserves de tes années d'études? Alors, de mes années d'études, je conserve un petit peu, je ne vais pas mentir, hein, je ne mens pas, je suis un livre ouvert, comme je t'ai dit, c'est-à-dire que toutes mes années lycéennes, je n'ai pas trop travaillé. J'étais un excellent élève jusqu'au collège, hein. Et après, quand je suis rentré un petit peu dans la mouvance un petit peu révolutionnaire, je faisais les choses à demi. Mhm. Même pas, je ne les faisais pas. Je passais les examens et tout ça sans trop d'efforts. Mais arrivé déjà à Paul Sabatier, j'ai constaté que les Français et tous les étrangers qui étaient à l'école avec moi travaillaient. Et mon orgueil a été touché. Donc c'est ça, à ce moment que je me suis vraiment mis à travailler.
et de façon à être au niveau de mes concurrents, voilà, et d'être meilleur qu'eux. Voilà, en fait, c'est le souvenir que j'ai, en fait, c'est là où j'ai appris à travailler, à m'intéresser un petit peu aux choses, à la science. Voilà. Alors, après toutes ces années d'études, retour au pays, tu as été très peu de temps, quasiment pas, hein, salarié. Je dirais quasiment pas, puisque en fait, j'ai travaillé, après mon diplôme d'ingénieur, j'ai travaillé un peu, 4 ou 5 mois, avec un cabinet qui regroupait des ingénieurs et des architectes. Et j'ai refusé effectivement, d'être salarié et d'être payé pour ce que je ne faisais pas. Et comme vous sortez de l'école, vous n'êtes pas très productif. Donc je n'ai pas eu grand-chose comme salaire, enfin pas comme salaire, comme revenu lors de ces 4 ou 5 mois. J'ai décidé de retourner tout de suite en Martinique parce que dès cette époque, je voulais participer au développement du pays. Je suis rentré en Martinique et j'ai demandé à mon père, et je me souviens également, 15 000 francs pour acheter un Macintosh. C'est l'ordinateur qui était en vogue à cette époque. Et j'ai pris mon sac, j'ai fait le tour et j'ai rencontré effectivement pas mal de personnes sur mon chemin qui m'ont aidé. Il y a eu un communiste qui s'appelait Alex Pierre-Louis, qui était architecte en chef de la ville de Fort-de-France. Il y a eu un de mes beaux-frères qui s'appelait Gérard Mousseau, qui est décédé. Voilà, et M. Pierre, François Pierre. Il y a beaucoup de gens, vous rencontrez sur votre parcours des gens qui vous donnent la main et qui vous permettent de suivre le chemin qui est déjà tracé, en fait. Ouais. Hein. Voilà. Et c'est à ce moment-là donc, que tu décides de créer la 7. Donc dès mon retour, à partir du moment où j'ai pris mon ordinateur, j'ai déposé, j'ai créé tout de suite l'entité et j'étais tout seul. Alors je dis la 7, en fait, c'est le 7, le cabinet d'études techniques et énergétiques. Alors on dit tout, on dit Ouais. CETE, on dit l'A7, on dit le 7 également. Voilà. Donc là, on te retrouve, alors tu as occupé plusieurs petites pièces dans des maisons avant ça, et là, on te retrouve dans un de tes premiers bureaux. Oui, effectivement, ça a été très vite. Hein. J'étais d'abord dans une petite chambre, ensuite j'ai loué dans une villa au Lamentin où il y avait 4 ou 5 entreprises, donc j'avais juste une seule pièce. Ensuite, je suis parti à Bellevue, dans un bâtiment. Là, je commençais à avoir 4 employés. Donc, j'ai eu mon premier employé dans la villa Les Palmiers, ça ne s'oublie pas. Et ensuite, je suis parti vers la ville, Croix de Bellevue. Et j'ai atterri là, je crois, dans ce bureau où j'ai passé une bonne dizaine d'années, très rapidement, quoi. J'ai eu le temps de faire 4 bureaux. Et là, j'avais une villa, une très grande villa, où j'ai pu développer les activités. Donc, le cabinet était spécialisé... Alors, effectivement, tu as dit que je suis multitechnique. En fait, c'est mon côté un petit peu curieux. Je suis formé sur l'énergie, voilà, la thermodynamique et toutes ces questions. Mais en fait, je me suis intéressé un petit peu à tout ce qui se fait, la structure, les VRD, l'électricité, un peu de tout. Voilà. Donc, tout en m'intéressant, j'ai embauché un petit peu dans tous les domaines. Donc, le cabinet aujourd'hui est un véritable cabinet d'ingénierie avec une douzaine d'ingénieurs de toutes spécialités et nous sommes 20 au total. On va te retrouver là dans ton bureau actuel. Ah ouais, là, c'est bon. Voilà. C'est là où je vis, on va dire. Voilà. À Montevanier. Montevanier, j'y suis. Alors, à l'entrée de la route des religieuses. À la sortie de la route des religieuses, pardon. Oui, alors, c'est un endroit que j'ai acheté en 99 et j'ai voulu y entrer pour l'année 2000, pour entrer dans le nouveau siècle. Là, donc ça fait maintenant 23 ans que j'y suis, 24 ans, fin 99. Voilà. Et donc le cabinet s'est remarquablement développé, au point d'être aujourd'hui un des leaders sur le marché martiniquais, mais pas seulement, puisque tu travailles aussi, on va le voir, à l'extérieur. C'est un cabinet pour lequel tu travailles à la fois, tu réponds à des consultations, à des appels d'offres, mais aussi tu travailles pour des privés. Je travaille aussi bien pour des privés que des marchés publics. Hein. Ouais.
on a accès, nos cabinets. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu créer un cabinet digne de ce nom. C'est que jusqu'à présent, jusqu'à très peu d'années, les marchés publics étaient surtout ouverts à des gens de l'extérieur. Donc, j'ai voulu montrer effectivement que nous sommes capables effectivement de construire pour notre pays. Donc, et on va voir que actuellement, CET a réalisé, enfin, est intervenu dans la construction d'un certain nombre de bâtiments et de sites emblématiques. On va commencer par le stade de Dillon. Ah ouais, là c'était dans mon jeune âge et effectivement c'est l'une des opérations où m'a amené Monsieur Pierre-Louis. Voilà. Voilà, l'une des opérations. J'ai eu l'occasion de faire. Alors, il n'y a pas beaucoup de stades, on ne fait pas beaucoup de stades, mais je crois que j'en ai fait au moins 3 en Martinique. Au moins 3. Donc celui-là, le stade Alfred Marie-Jeanne à Rivière-Pilote et récemment le stade de Sainte-Marie. 1993, hein, le stade de Dillon. Voilà. Emblématique aussi, s'il en est, l'aéroport. Le nouvel aéroport, la nouvelle aérogare, 1995. Oui, la ça, tour de contrôle. 95, l'ancienne aérogare où on peut voir le Concorde. C'était la seule fois où il est venu en Martinique. Donc c'est une photo que je garde. Ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler sur la nouvelle tour de contrôle, le fret également. Et actuellement sur l'extension du nouvel aérogare. Et là, tu intervenais sur des missions différentes à chaque fois, ou alors on était sensiblement sur le même type de mission? Chaque fois c'était différent. En 95, 92, 93, sur l'aérogare, le premier aérogare, j'ai participé. J'ai fait tout le parking, l'éclairage du parking, ainsi que les entrées-sorties du parking, et les 2 petits bâtiments qui sont face à l'aérogare. Ouais. Ensuite, sur le fret, tout le fret, et la tour de contrôle, toute la tour de contrôle. Donc tu n'étais pas sur le gros œuvre, hein? Non, à l'époque, je n'étais pas sur le gros œuvre, pas du tout. Alors, autre bâtiment bien connu des Martiniquais, l'hôtel de ville du Lamentin. Oui, alors là, j'ai fait la climatisation, la plomberie et les réseaux divers dans ce bâtiment. Le centre hospitalier du Lorrain en 2004. Voilà. Oui. Et puis les archives territoriales au monde Tartanson, qui étaient au départ archives départementales, qui sont devenues archives territoriales avec le passage à la CTM. Et puis plus récemment, là aussi bien connu des Martiniquais, le nouvel hôtel de police. Le hôtel de police. C'est une fierté pour toi, Serge, d'être intervenu avec ton cabinet sur autant de bâtiments emblématiques? Eh ben, c'est quand les gens me le disent, mais au départ, je trouve que c'est normal, quoi. Je travaille et puis j'ai les opportunités ou la chance, on va dire, de pouvoir participer à de tels ouvrages. Hein. J'ai travaillé aussi sur des centres commerciaux, sur beaucoup de bâtiments. Je suis actuellement sur la construction, la future construction de l'hôpital de Trinité, qui va être accouché bientôt, quoi. Et puis l'extension de l'aéroport, retour à l'aéroport. Le futur, la nouvelle tranche de l'aéroport qui va, je pense, être inaugurée dans pas très longtemps. La semaine prochaine, le 10 décembre, l'aéroport sera inauguré. Il reste encore quelques petits travaux, mais là, c'est un très beau projet qui a été mené très bien par M. Taudiard d'abord et ensuite Mme Sébastien, où on a une extension, on aura enfin un aérogare régional. Ouais. Sur la photo, ça s'appelle une jetée régionale. Une extension de la partie PIF-PAF pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire tout ce qui est contrôle, police de l'air et inspection. Et puis, il y a une extension qui s'est faite de côté ouest, un tri-bagage très automatique, un bâtiment très long. Voilà. On est clairement là sur de l'ingénierie de pointe. Tout à fait. C'est un sujet très, très lourd. J'ai 2 collaborateurs qui travaillent en permanence là-dessus, voilà, avec d'autres, en fait.
Et puis tu l'as dit aussi, tu as travaillé, donc tu travailles encore en Guadeloupe et en Guyane, même si tu n'as plus véritablement de collaborateurs permanents sur Sur ces place. sites-là, oui. Et puis tu as aussi ce bureau dans le Gers, donc pas très très loin de Toulouse, Oui, à tout à Auch. fait. Alors oui, c'était un retour à mes premiers amours étudiants. D'étudiants. Voilà, en fait. Ouais. J'ai voulu, mais dès que je suis retourné ici, j'ai voulu créer un bureau à Toulouse. D'ailleurs, tous mes enfants ont fait leurs études à Toulouse, enfin les trois plus grands. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que ça apporte au cabinet d'avoir effectivement une antenne aujourd'hui dans l'Hexagone? Ça montre qu'on est capable de faire le chemin inverse, c'est tout. C'est que beaucoup de Français du continent viennent s'installer ici, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aller montrer ce qu'on fait. Et d'ailleurs, mes collaborateurs sont, je ne te l'ai pas dit, je te le dis, sont très surpris que même dans le Gers, Serge Capgras est connu. Voilà, avant même qu'ils y arrivent. Hein, c'est un cabinet qui, on l'a compris, fonctionne très bien, qui continue aujourd'hui à se développer. Tu as combien de collaborateurs au total? Alors, nous sommes 20 et à partir de janvier, 21. D'accord, donc je continue toujours des projets. Voilà, je continue à embaucher des Martiniquais ou des... On a un peu de tout, on a des Tunisiens, on a un Réunionnais, voilà. En 37 ans, le métier a forcément beaucoup évolué puisque la technologie a évolué. Eh bien, ça n'arrête pas d'évoluer. Ça n'arrête pas d'évoluer et maintenant on est confronté à l'IA. Intelligence artificielle. Intelligence artificielle et on tâche de s'y adapter en fait, en tout cas. Tu es fier de voir le chemin parcouru depuis 37 ans? Ah ben, la fierté, je la lis dans les yeux des autres et quand on me le dit. Voilà. Et puis tu prépares la relève puisque ton fils Yanis travaille avec toi? Oui, oui, il est là depuis 6-7 ans. Mais ça n'a pas l'air, ou peut-être que comme je suis un petit peu sage, c'est un monstre un petit peu lourd. Oui. Donc il faut vraiment préparer la relève. Lui, et il a quelques ingénieurs avec qui il veut s'associer, en tout cas. On va passer à la troisième partie, la partie des engagements de Serge Capgras, c'est politique. Et on va commencer avec cette photo. On en parlait tout à l'heure quand tu évoquais ton engagement révolutionnaire, Che Guevara, avec toutes ces photos qui sont sur le mur de ton bureau actuel. Oui, oui, j'ai toujours eu des photos de Che Guevara, aussi bien dans mon bureau à la maison que... Alors c'est un homme qui a un parcours exceptionnel et un engagement sans faille. Alors argentin, homme de confiance et éminence grise, on peut dire, de Fidel Castro. Oui, et surtout un homme d'une rectitude sans faille, on va dire. Qui a été assassiné en Bolivie. Tout à fait, voilà. Dans des circonstances troubles, mais on sait par qui. Non, mais on sait comment ça se termine, hein. Ouais. Toujours pour des gens comme ça. Et ça a été pour toi politiquement un modèle, Che Guevara? Alors c'est un modèle politique, d'une part aussi, comme je t'ai dit, je me retrouve un petit peu dans son caractère, un petit peu la rectitude, la droiture et l'engagement sans faille. En fait. Et en parlant d'engagement, il y en a un qui a failli te coûter très cher. On va te retrouver là sur un lit d'hôpital. On parlait d'hôpital tout à l'heure. Alors, raconte-nous. Alors, j'étais déjà un professionnel indépendant. En juin 90, effectivement, je sors d'un chantier à l'hôtel Batelière. Donc, ça donne ma relation avec cet hôtel depuis de nombreuses années. Et je m'arrête lors d'une manif, pour une manif de prof PLP à l'époque, on disait. Professeur de lycée professionnel. Oui, et on sait que depuis ce temps-là, 90, chaque année, le problème se repose. C'est-à-dire que des gens sont formés, des jeunes sont formés au professorat ici et ils sont expédiés sur le continent. Donc je me suis j'ai garé, j'étais en moto, j'ai laissé ma moto et j'ai été en tête de la manifestation. Pour les soutenir. Pour les soutenir face au rectorat.
Et c'est là qu'il y a eu un jet de grenade lacrymogène. Et moi, j'ai marché, seul blessé de l'affaire, j'ai marché sur une grenade qui a explosé au même moment où je posais le pied par terre. Donc j'ai perdu un pouce et un autre doigt qui est Le gros orteil, en l'occurrence. un gros orteil, et l'orteil suivant est sous broche. Et ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus grave. Ah ben oui, parce que j'avais beaucoup de poudre sous le pied, voilà. Dans la chair, on va dire. Ton engagement politique, il a commencé, alors on a compris que tu t'étais déjà engagé Dès lycéen. Dès le lycée, mais politiquement parlant, tu t'es engagé avec Alfred Marie-Jeanne. On va te retrouver sur cette photo avec lui assez tôt d'ailleurs. Hein, oui, comme certains disent, c'est mon père spirituel. C'est que lui aussi, il a un engagement. C'est quelqu'un qui suscite en vous la dignité et la responsabilité. Donc je l'ai connu déjà quand j'étais jeune, et ensuite, quand je suis rentré ici, dès les années 90, c'est quelqu'un avec qui on avait une relation même d'affection, je dirais, où on se retrouvait à travailler, lui, moi et son secrétaire, comme il l'appelait, M. Guy Raphaël Henry. On a beaucoup travaillé sur la ville de Rivière-Pilote. La ville de Rivière-Pilote, on a construit beaucoup sur la ville de Rivière-Pilote, mais ce n'était pas une construction pour construire, mais on construisait une ville, en fait. Ouais. Voilà. Et avec Alfred Marie-Jeanne, donc on échangeait beaucoup en politique. Enfin, j'étais au MIM. Ouais. J'ai toujours été au MIM, et je suis rentré au comité national du MIM dans les années 2018 à peu près. 2008. Comité national, c'est-à-dire à la direction. D'accord. J'ai toujours refusé, et je lui disais, et les autres, ils ne comprenaient pas, que j'avais une démonstration à faire dans le monde économique, plutôt que je préférais faire dans le monde économique plutôt que dans le monde politique. Et lui, donc c'était deux chemins parallèles. On a toujours été la main dans la main. On va reparler de Alfred Marie-Jeanne et du MIM juste après, mais on va d'abord faire une halte, je dirais, revenir sur ton papa, Émile, qui a été élu en 1992, président du conseil régional de la Martinique. Mon père a été élu le 27 mars 1992. C'est le jour de mes 33 ans. Et à compter de ce jour, j'ai eu les souffrances de Jésus-Christ, je dirais, pendant une année. Mais le monde politique est un monde assez particulier. Pourquoi? Parce que dès la sortie des urnes, ce que je ne comprenais pas encore, je ne manipulais pas encore les questions politiques, mais dès la sortie des urnes, les gens ont commencé à défiler sur sa véranda chez lui. Et ils savaient tous que ce serait le futur président. Or, ça se passait après à l'Assemblée dans un vote. Donc, ils savaient tous que, compte tenu des résultats, ce serait au bénéfice de l'âge qu'ils auraient un président. Et ça a été lui. Et déjà, il y avait un défilé chez lui pour... Avant même l'élection à l'Assemblée. Alors ensuite, ça a été les mêmes gens qui ont voté pour lui ou qui ont accompagné cette élection ont essayé d'utiliser en fait le métier sensible que je fais pour essayer de le faire tomber. On va retrouver là une photo où il était avec les différents présidents des régions ultrapériphériques. Et c'est vrai que ton père a été très souvent attaqué, à la fois sur sa dignité d'homme, mais aussi sur, voilà, un peu par, on va dire, parce que beaucoup considéraient qu'il n'avait pas sa place là. Il n'avait pas sa place là. Parce que c'était un communiste extrêmement simple, mais je pense d'une intelligence assez fine, puisque c'est à cette époque, enfin on est tombé dans les travers, mais à cette époque, la région présentait, je crois, un déficit de 3 milliards de francs, et c'est lui qui a redressé un petit peu la région. Malgré toutes les attaques, malgré toutes les difficultés, malgré une
majorité très relative. Tu as beaucoup souffert, vous les enfants, ces enfants avaient beaucoup souffert de ces attaques qui étaient souvent des attaques gratuites en fait, et méchantes. Alors, oui, ben, j'ai été très fort parce que, en fait, qui était attaqué, c'était mon père, mais à travers moi et moi. Donc, c'était les deux qui étaient attaqués. Oui. Et je suis sorti très grandi de cette affaire puisque, je te le dis, hein, et je le dis à ceux qui nous écoutent, ceux qui ont mené les enquêtes. Oui, parce qu'il y a eu des plaintes qui ont Il y a été eu des portées plaintes, pour favoritisme il y a eu notamment. des favoritismes, enfin, il y a eu des plaintes pour favoritisme, il y a eu des mises en examen, des gens, des hommes politiques d'aujourd'hui à qui que je salue très, très simplement, avec qui je prends des penches, ont même fait des déclarations un petit peu mensongères à mon encontre et à l'encontre de mon père. Et chaque fois, tu as été blanchi. J'ai été non seulement blanchi, j'avoue, et peut-être que ça ne se sait pas, le responsable, le patron du SRPJ est venu s'excuser à mon bureau. Et le juge à l'époque, Tamalet, également m'a appelé, voilà, pour s'excuser, parce que vous pensez bien que le métier que je fais, c'est un métier qui est extrêmement sensible, et en France ou dans les autres pays, c'est par là que passe la corruption. Or, grâce à l'éducation que j'avais reçue et le caractère de mon père, on était, je dirais pas blanc, plus blanc que je suis, mais en tout cas, nous sommes des gens un petit peu, et ça manque, des gens comme ça, des gens un petit peu qui ont la rectitude comme ligne de conduite. Voilà. Une affaire qui t'a aussi beaucoup marqué, c'est cette affaire Green Parrot, pour laquelle Alfred Marie-Jeanne a été attaqué. C'était la construction d'écoles à la Dominique. Tout à fait. Et là, en l'occurrence, on te retrouve avec lui à son retour d'un procès à Paris où il avait été... Oui, c'est-à-dire qu'il est rentré 2 jours après moi, puisque je suis un de ses témoins. Donc c'est un procès que j'ai considéré très, très injuste. Donc c'était comme également ce qu'ils ont cherché à faire à mon père, parce que en fait, quand vous faites des actions, de bonnes actions, vous vous retrouvez poursuivi par la justice, c'est complètement injuste, alors que c'est un homme, effectivement, très droit. Voilà, donc là, on le voit rarement avec une telle joie. Mais même à la limite au bord des larmes. Voilà, mais là, il était très, très content. Là, c'était à la sortie du procès à Paris. Voilà. L'affaire n'est pas encore totalement bouclée. Hein, c'est ce que j'ai entendu. Mais alors, je ne devrais pas le dire, mais je pense que j'ai la clé de cette affaire. Mais je peux même la donner, puisque ça pourrait peut-être empêcher de poursuivre. C'est que je travaille un petit peu, je suis un expert judiciaire, et le principe de la justice française, c'est le contradictoire. C'est-à-dire qu'on doit entendre tout le monde. Or, je suis l'un des participants à cette construction, associé avec des bureaux dominicains, grenadiens et martiniquais, dont son beau-fils Mark Frampton. Je n'ai jamais été interrogé. Jamais, jamais, jamais. Et ça, c'est une faille dans cette instruction. Tu demandes aujourd'hui à être interrogé? On peut m'interroger. On devait m'interroger à Fort-de-France une première fois, lors du premier procès à Fort-de-France. Ils n'ont pas eu le temps de le faire. À Paris, pareil. Ils n'ont pas fait. On revient à la politique électorale, on va dire. Souvenir, la victoire du Grand Assemblée 2015, avec cette alliance, on va dire, improbable hein, entre la liste d'Alfred Marie-Jeanne et celle de Yann Monplaisir. Tu avais approuvé à l'époque? Alors, j'ai approuvé, pourquoi? Parce que j'estime que, aussi bien politiquement que dans la société martiniquaise, il est temps qu'on fasse l'unité, au moins sur des objectifs. C'est un pays qui est tout petit. Je ne vois pas si certains veulent participer avec ceux qui sont au pouvoir pour améliorer les choses. Je n'ai pas d'objection. Dans une sorte d'union nationale. Une union nationale, une concorde nationale. Aujourd'hui, il le faut. Ouais. Aujourd'hui, il le faut. Ouais. Et socialement également, hein, quand je dis que
c'est pas normal que certains groupes, certaines communautés se mettent à part ou d'autres refusent le contact avec d'autres. On va pas s'en sortir. Par contre, j'ai cru comprendre, on va voir le cliché suivant, que tu n'étais pas pour qu'Alfred Marie-Jeanne se représente en 2021. Là, en l'occurrence, ça concernait les législatives, où il a été aussi candidat dans le Sud. Mais 2021, déjà, pour la nouvelle élection territoriale, tu étais contre. J'étais totalement contre, puisque c'était un petit peu abusé de cet homme-là. C'est un entourage, en fait, qui pense d'abord à eux plutôt que de penser à l'homme, et même au parti, et à travers le parti, au pays. Alfred Marie-Jeanne a passé la première mandature de la CTM, où il a beaucoup travaillé. Donc, je crois que personne ne s'attendait à une telle quantité de travail quand on allait fusionner les deux assemblées. Et il s'est donné. Il a travaillé. Donc, il avait fait son travail, ça devait arrêter. Et que d'autres prennent leurs responsabilités. Alors, tu parlais tout à l'heure du MIM. Tu as rejoint le Bureau national, tu l'as dit, en 2018. Donc, c'est bien 2018. Alors, c'est l'extrait d'un magazine français, ça. Pardon, oui, tout à fait, de breton. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu on va vers la fin du MIM, les tensions au MIM, vers la fin de ce qu'eux appellent le pseudo-indépendantisme du parti? Est-ce que tu crois encore au MIM, très clairement? Sans Alfred Marie-Jeanne, d'ailleurs, puisque forcément, avec l'âge, il prend du recul. Le MIM était en fait l'affaire d'un leader, d'une part, et ils n'ont pas voulu construire un véritable parti. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient certains, je dirais, très proches, pensent surtout à leur élection, grâce à Alfred Marie-Jeanne. Mais aucune vision pour le pays. Je le dis tout net, il n'y a pas de vision pour le pays, vu les attitudes ou les positions prises. Donc, je ne crois pas au MIM, quoique, et je l'ai dit et je n'ai pas peur de le dire, si le MIM existe aujourd'hui, c'est grâce à Serge Capgras. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le MIM a été dissous en 2019, je crois, au tribunal. Les juristes et les banquiers qui étaient autour de la table n'ont pas compris que le MIM avait été dissous et j'ai dû frapper du poing sur la table pour redéposer une association telle que l'exige la loi de 88, où un parti politique doit être constitué en association, loi 1901. Donc j'ai dû me battre pour ça. C'est la première bataille avec mes collègues. Et ensuite, une deuxième bataille. Comme toutes les banques leur refusaient des comptes en banque, c'est grâce à M. Serge Capgras qu'ils ont pu avoir un compte en banque. Mais tu es sceptique pour l'avenir du MIM? Ben oui, puisqu'on ne veut rien changer. On avait des hommes... M. Marie-Jeanne a été encadré par des équipes qui étaient assez formées, assez rodées politiquement et intellectuellement. Mais au fur et à mesure, ça s'est disséminé, on va dire. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Après l'élection de 2021, c'est ça? J'ai été surpris. Il y a des jeunes, enfin des plus jeunes. Je ne comprends pas pourquoi on avait droit à un poste de chef de l'opposition. Or, c'était un groupe. Et une vice-présidente à l'Assemblée, c'est toujours les mêmes. C'est toujours, pour ne pas dire le même. Alors qu'il y en a d'autres qui se sont battus, qui pourraient prétendre à participer à un renouvellement du parti. Le même, c'est Daniel Marie-Sainte. Oui, c'est bien lui. Je n'ai rien contre lui, mais c'est comme ça, je ne vais pas mentir, c'est ce qui s'est passé. On est presque à la fin de l'émission, Serge. On termine avec 3 autres de tes engagements qui, eux, ne sont pas politiques. D'abord, l'écologie. Tu es intervenu il y a un peu plus d'1 an auprès de Louis Boutrin. Alors, mais
je vais te dire. Oui, donc, concernant effectivement les sargasses, et notamment Robert, hein, ta ville d'origine, mais tu as été au-delà des sargasses, parce que tu as aussi travaillé sur la dépollution des sols au chlordécone. Chlordécone, la montée des eaux. C'est-à-dire que, comme je dis, je m'intéresse un petit peu à tout. Donc, Martinique Écologie m'a proposé de faire une campagne d'information et de proposition de solutions sur la ville du Robert, puisqu'on ne pouvait pas se contenter simplement du tractopelle pour enlever les sargasses. Donc, on a beaucoup communiqué. On a montré ce qui se fait ailleurs avec les sargasses. Dans les pays comme la Corée, effectivement, ils font des médicaments avec les sargasses. Et sur Au Brésil, ils font des briques, du papier. Voilà. Donc il y a moyen de valoriser les sargasses. Voilà, je suis toujours dans une optique de recherche pour le pays. Et pour le chlordécone, donc, alors, sur le tu as travaillé avec un de tes ingénieurs sur avec une technique. Un ingénieur de chez moi, plus un autre qui est actuellement en France. On a proposé, on a fait, et ça, je ne sais pas si ta caméra peut le voir, on a fait une proposition. Donc c'est un projet de remédiation de la chlordécone par la méthanisation, c'est-à-dire qu'on enlève de la chlordécone et en même temps on crée de l'énergie. Voilà. Alors, ça, c'est pas quelque chose en l'air, c'est basé sur des recherches qui ont été faites, y compris ici, et qui ont été présentées au 41e congrès sur les pesticides, où il a été constaté que la méthanisation pouvait extraire, par exemple, dans les vinasses, des romeries, 87 à 90% de la molécule. Donc, l'idée est très simple, mais on l'a déposée, elle est protégée. C'était de cultiver donc les troncs de banane. La chlordécone, elle arrive juste dans le tronc, pas plus haut. Donc les souches, récolter des souches, les vinasses de canne à sucre, et également planter des racines pour dépolluer les sols. Et comme ça, en même temps, on fait de la méthanisation, on crée de l'énergie. Alors, je ne peux pas m'occuper de tout. Nous avons présenté à diverses politiques, diverses instances, y compris des industriels, des capitaines d'industrie de la Martinique, vous savez de qui je parle. Ils n'ont pas été intéressés. Or, c'est un projet qui intéresse beaucoup l'INRAE Transfert. Donc, il faut investir et il faut s'en occuper, c'est tout. Le message est passé. C'est juste une contribution au pays. Le message est passé. Tu viens d'être élu. On va voir cette photo. Président du Cobati. On te voit là à gauche à côté de Tony Boclet, l'ancien président. Le Cobati, ce sont des personnes qui travaillent dans le milieu de la construction et du bâtiment. Alors, très rapidement, Serge. Très rapidement, le Cobati, c'est une fédération internationale de la construction, de l'urbanisme et de l'environnement qui regroupe un peu tout ce qui touche de près ou de loin à la construction. Donc, pour aller plus loin, y compris des avocats, y compris des notaires. Voilà. Et puis, mais c'est important de le dire, c'est une contribution qui est essentielle pour le milieu et pour la Martinique. Chaque année, nous produisons, dans le cadre international, des documents. Nous avons produit quelque chose sur le transport en Martinique, et nous, on voyait le transport se développer par un transport par câble. Ça a été publié. Nous avons également, sur la dernière année, travaillé sur l'eau en Martinique. Voilà. Et puis, dernière photo importante, c'est une coupure de France Antilles. Tu t'es rapproché, en fait, tu as voulu soutenir la SCOP créée par les salariés de l'hôtel Batelière, qui est aujourd'hui en voie d'être repris. Il y a une décision de justice qui est contestée aujourd'hui. Et tu soutiens clairement les salariés à travers cette SCOP. Alors, je ne soutiens pas seulement, je participe et j'ai participé en quelques jours à un développement et nous avons un excellent projet maintenant. Effectivement, l'hôtel avait été attribué à un groupe de la Guadeloupe et de la Martinique
qui prévoyait de licencier tous les salariés. Oui. Donc, connaissant mon côté un petit peu trotskiste Ta fibre sociale. ma fibre sociale, en tout cas, donc je n'ai pas, quand on m'a sollicité, je n'ai pas admis ça. Donc, je me suis mis au travail avec d'autres personnes, dont, y compris la CDMT Oui. et nous avons trouvé des financiers et des gens qui vont porter le projet financièrement. Et nous avons présenté un excellent projet. Ça a même été dit au tribunal que le meilleur projet était le nôtre. Seulement, à l'époque, il n'y avait pas de finances derrière. Aujourd'hui, il y a le financement. Tout est bouclé. Le projet va être présenté. Il y a une conférence de presse prévue vendredi. Non, la samedi, conférence de pardon. presse est prévue samedi dans un endroit emblématique, donc la Tour Lumina, pas loin du CMT et d'un hôtel. Voilà. Merci beaucoup Serge Cabral d'avoir retracé ton parcours avec nous. On a vu effectivement toute l'activité que tu as eue depuis presque 40 ans maintenant. Oui. On a vu aussi tes engagements. Merci beaucoup pour ce storytelling, cette histoire que tu nous as racontée. On sait qu'elle n'est pas finie, loin de là, puisque tu as encore beaucoup d'autres projets. Donc, merci à toi, Jean-Marc, et merci aux téléspectateurs qui ont pris le temps de m'écouter. Alors, il paraît que je n'ai pas un débit énorme, mais c'est comme ça. Voilà, je suis Serge. Merci beaucoup, Serge Cabral. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur les antennes de Zitata. À très bientôt.